Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, on vous Très entend. bien, vous nous entendez très bien. Alors, je vais reculer un tout petit peu l'ordinateur, parce que nous sommes deux ce matin pour vous parler du centre de référence de Lille et de sa relation avec la périphérie. Je vous présente le docteur Benjamin Carpentier. Bonjour. Et puis moi-même, Laurent Pascal. Nous nous occupons du centre de référence des maladies du globule rouge de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille, et qui a une typologie un petit peu particulière qu'on va vous présenter. Alors, juste, je vais me mettre ici pour... Donc, le centre de référence des pathologies du globule rouge de Lille, c'est un centre constitutif et puis qui prend en charge évidemment les thalassémies, les syndromes drépanocytaires majeurs et d'autres pathologies rares du globule rouge. Il a été institué centre constitutif en 2017 et il est le fruit d'un partenariat étroit entre le CHRU de Lille et l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui appartient au groupement des hôpitaux catholiques de Lille. Ces deux structures qui sont parfois concurrentes sur la métropole, mais sur ce sujet-là, on a réussi à s'entendre depuis de longue date. Le CHRU de Lille s'occupant plutôt de la population pédiatrique et l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, nous sommes référents de la population adulte. Voilà, donc le coordonnateur du centre de référence chez les adultes et chez les enfants, c'est le docteur Carpentier. Et puis, il y a le docteur Anne Lambiliotte qui n'est pas là et qui s'occupe du centre de référence pour la partie enfant au CHU. Alors, on avait imaginé d'ailleurs de vous proposer à une époque de faire cette réunion, non pas sur Mars, comme c'était évoqué tout à l'heure, non pas en visio, mais à Lille. C'est ce qui avait été imaginé à une époque. C'était à l'époque où il n'y avait pas le Covid. Et on voulait le faire notamment pour rendre un hommage appuyé à celui qui est l'initiateur de ce centre de référence, qui est le professeur Christian Rose, qui est disparu malheureusement il y a 2 ans et demi, qui avait une expertise importante dans la prise en charge des pathologies du fer, de la drépano, de thalassémie. Et c'est lui qui a assuré cette coordination avec le docteur Lambiliotte. Voilà, donc je vous ai mis une photo de Christian qui aurait dû être à notre place, et puis la vie fait que les choses ont été un peu différentes. Et ça nous permettait d'évoquer son souvenir et notre amitié pour lui ce matin. Alors, je vais passer là. Je te laisse présenter les équipes médicales, Benjamin. Donc effectivement, on est plusieurs à nous occuper des patients porteurs d'une maladie du globule rouge. Au niveau pédiatrique, il y a le docteur Lambiliotte qui a pas mal d'expérience, mais qui se rapproche de la retraite et qui du coup forme également une jeune médecin, le docteur Mélissa Barbati. Les allogreffes sont réalisées en pédiatrie, y compris pour nos patients adultes, ce qui est un peu aussi une spécificité de notre région, puisqu'on n'a pas beaucoup de patients et les médecins adultes greffeurs n'ont jamais trop répondu à nos demandes. Donc, c'est le docteur Bénédicte Bruno qui gère les greffes à la fois pour les enfants et pour les adultes. Au niveau des médecins qui s'occupent donc de la population adulte, il y a le professeur Laurent Pascal et moi-même principalement, mais tous nos collègues sont par la force des choses et aussi par intérêt amenés à prendre en charge nos patients sur l'hôpital de jour, en hospitalisation lorsqu'elles sont d'astreinte. Mais pour les consultations, c'est principalement le professeur Pascal et moi-même. Et c'est vrai que c'est enrichissant pour tout le monde finalement, puisqu'on est obligé de nous tenir au courant, de former aussi bien les équipes d'hématologie, mais également des urgences aussi, et de tous les services, parce que comme vous avez pu le voir, vous n'êtes pas juste porteur d'une maladie nécessitant des transfusions, mais autour de ça, vous pouvez être amené à être pris en charge par des chirurgiens, des urgentistes, donc c'est important que tout le monde connaisse au mieux votre maladie pour être pris en charge correctement. Et enfin, pour tout ce qui est du diagnostic, on a la chance de pouvoir avoir des biologistes au CHU de Lille qui assurent les électrophorèses de l'hémoglobine, les études des gènes de la bêta et de l'alpha-globine. On se repose aussi beaucoup sur des partenariats avec la PHP, notamment le docteur Lydie Dacosta à Robert Debré, et puis aussi à Henri Mondor. On a pas mal de connexions avec Serge Pissard, et puis aussi surtout avec l'EFS, avec les docteurs Jobo et le docteur Reich. Alors, un petit peu de géographie pour vous montrer où est notre centre de compétences. Voilà, c'est une petite carte Google.
ici, il y a peut-être, je ne sais pas si vous voyez en plus ma flèche, au sud-est de la métropole lilloise, porte de Valenciennes, il y a l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Donc, nous nous occupons des adultes. Et au sud-ouest, il y a le centre de référence des globules rouges pour les enfants au CHU de Lille. Voilà. Donc, on est distant de 5,5 km au maximum. Et, voilà, ça nous empêche. Nous avons des RCP du globule rouge qui sont faits plus souvent au CHU de Lille, mais peuvent se faire aussi occasionnellement à l'hôpital Saint-Vincent. Si on prend un peu de hauteur, voici la région, c'est pas vraiment les Hauts-de-France, parce que dans les Hauts-de-France, il y a aussi la Picardie, il y a un centre de référence à Amiens. Nous sommes ici à Lille, et on va avoir des patients transfusés qui ont des bêta-thalassémies à Roubaix, à Valenciennes, à Douai. Et puis, on va donner des avis téléphoniques ou conseiller nos confrères sur d'autres centres, comme le centre hospitalier d'Hasbrook, Arras, Dunkerque, Boulogne, Calais et Lens. Voilà, donc ça c'est, sachant que la grosse concentration de la population des Hauts-de-France sont dans l'arc du bassin minier et puis autour de l'agglomération Lille-Roubaix-Tours. Et puis, il y a même parfois des avis des échanges qui se font avec le centre hospitalier de Maubeuge. Ceci étant dit, on a une file active qui n'est pas très importante. On est peut-être un peu plus loin de la Méditerranée. On a 10 patients qui sont dépendants des transfusions en hôpital de jour à Saint-Vincent. Et puis, on a 5 patients qui sont dépendants des transfusions pour des bêta-thalassémies dans d'autres centres périphériques. Et voilà, tous ces patients et les autres diagnostics sont discutés en RCP, globules rouges, qui se réunissent à un rythme plutôt trimestriel. Pour organiser la filière, elle est organisée de la manière suivante. Les patients sont invités de manière annuelle à venir sur l'hôpital de jour à l'hôpital Saint-Vincent. Généralement, c'est les lundis. J'avais corrigé les fautes d'orthographe, elles sont restées en place, ça me gêne. Donc, c'est tous les lundis S avec des bilans S. Et donc, les patients viennent pour une échographie abdominale, recherche de lithiase vésiculaire notamment. C'est l'occasion de faire une consultation ophtalmo et ORL pour vérifier les toxicités, notamment de la chélation, des traitements chélateurs du fer. C'est souvent aussi l'occasion de faire un scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche de foyers d'hématopoïèse extramédulaire, un bilan cardiaque avec une consultation de cardio et une échographie afin de rechercher des signes d'hypertension artérielle pulmonaire. Et puis les patients ont aussi à cette occasion un bilan hormonal. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire entrer dans ces hôpitaux de jour qui sont organisés un petit peu différemment. Les patients sont convoqués ailleurs à un autre moment dans l'année pour réaliser une ostéodensitométrie osseuse à notre demande afin d'évaluer la fragilité et les signes d'ostéoporose qui pourraient être induites et qui permettent éventuellement de discuter avec nos confrères rhumato de l'intérêt d'un traitement par biphosphonate. Et puis, il y a une autre évaluation qui est faite ailleurs, c'est le professeur Olivier Ernst, qui est au CHU de Lille, qui réalise des IRM foie cœur d'un seul tenant et qui nous renseigne sur la teneur de la surcharge en fer sur ces organes, et pour nous guider dans l'intérêt et l'efficacité de la chélation. Et on a tout un nombre de partenaires, comme vous disiez Benjamin, qui sont les gynécos, les cardio, les pneumos, qui connaissent un peu, voire même bien votre pathologie et avec lesquels on interagit au centre de référence. On a notamment des médecins vasculaires qui nous réalisent des Dopplers pour les problématiques de voie d'abord veineuse, et puis des chirurgiens vasculaires qui peuvent également nous aider également en cas de difficulté. Et puis, à côté de cet hôpital de jour, il y a des consultations annuelles pour tous les patients du centre, qu'ils soient transfusés ou non, et qui permet d'avoir un interlocuteur unique, voilà, qui va faire la synthèse des bilans et des complications. Vérifier le carnet vaccinal. Évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup de la vaccination contre le Covid, mais il y a toutes les autres vaccinations qu'il est nécessaire de contrôler. Voilà. Actuellement, cette consultation peut être faite avec des accompagnants. Ça, c'est peut-être une difficulté que vous avez rencontrée
sur la dernière année. On y reviendra. Qu'est-ce qui a été changé notamment par le Covid? Il y a notamment le fait que les supports transfusionnels à l'hôpital de jour se font sans accompagnant actuellement. Alors, nous, on est assez favorable à ce que les patients. On a une région qui est très grande, hein, donc tous les patients ne sont pas transfusés sur l'île. Il y en a beaucoup qui sont transfusés au plus proche de leur domicile. Le fait d'être transfusé dans le centre de référence, c'est quand même, ça offre des avantages indéniables, notamment pour la facilité du suivi des complications pour l'équipe médicale et la centralisation des dossiers. Et également pour un respect plus exact du seuil transfusionnel pour les patients, et notamment au vu des éléments, et notamment des antécédents cardiaques. La définition du seuil transfusionnel est quelque chose qui est souvent assez, qui est cardinal pour la vie et pour la fatigabilité qui peut être induite par l'anémie pour les patients thalassémiques. Et dans les centres de référence, je pense que cette observation du seuil transfusionnel défini pour chaque patient est plus facilitée. Et puis ça nous permet aussi de surveiller étroitement les paramètres de la chélation au fur et à mesure de l'année et au fur et à mesure des transfusions. Sur le fait d'être pris en charge dans les centres de périphérie, c'est nettement plus facile pour l'organisation de la vie des patients. La transfusion est faite à proximité. On a quelques patients qui ont des rails qui sont positifs dans les laboratoires de ville et pour lesquels il est plus facile de venir la veille sur l'hôpital de jour pour la commande des concentrés érythrocytaires. Et s'il faut venir à la fois pour la rail, puis le lendemain pour la transfusion, la proximité, la distance au centre de transfusion, elle est quand même extrêmement importante. Il y a aussi un autre paramètre qui nous semblait assez important d'évoquer avec vous, c'est que dans des petits HDJ, peut-être de périphérie, à Douai ou à Valenciennes, il y a une disponibilité plus grande des équipes infirmières et des places pour prendre les patients ayant des thalassémies au moment qui les arrange pour eux, dans leur vie professionnelle, notamment ou familiale. Nous, c'est une des limites qu'on a sur le centre de référence ici chez les adultes, c'est que on a un hôpital qui fait de l'onco-hématologie et du coup, comme dans beaucoup d'autres endroits, il y a une concurrence involontaire qui se fait avec d'autres traitements que reçoivent des patients en hématologie, notamment l'administration de chimiothérapie, et qui ont des structurations d'organisation qui sont assez réglées. Il faut que les patients viennent tel jour à telle heure pour un traitement, et c'est défini de manière assez étroite et assez sévère. Et souvent, on demande peut-être plus facilement aux gens qui ont des transfusions d'être décalés. Est-ce que vous pouvez venir plutôt demain, après-demain? Et ça permet c'est peut-être quelque chose qui est probablement un peu lourd pour les patients qui sont transfusés très 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 régulièrement. Et le fait d'être dans un centre plus périphérique, à loin du centre de référence, ça permet parfois aussi d'avoir une ambiance plus familiale, où, comme disait le docteur Bachir tout à l'heure, on peut peut-être fêter Noël ou d'autres fêtes régulièrement. Je laisse. Oui, donc les difficultés qu'on peut ressentir, nous, en tant que médecins référents de patients transfusés loin de notre centre, c'est qu'on ne sait pas forcément si le taux d'hémoglobine est bien respecté. J'ai eu l'exemple d'une fratrie où on m'avait rapporté qu'on estimait qu'on pouvait attendre encore une semaine, alors que eux se sentaient qu'ils avaient besoin de cette transfusion pour leur qualité de vie. Donc ça faisait un petit peu vraiment mal au cœur de se dire que le médecin décidait tout seul de transfuser ou non le patient qui en avait besoin. Pour la communication des hôpitaux de jour, quand nos patients viennent en hôpital de jour, on leur remet un courrier qui n'est pas forcément transmis au médecin traitant ou au médecin référent, donc on n'a pas une visibilité en temps réel sur le nombre de culots transfusés, sur la quantité de fer administré. Donc on prend le temps pour la consultation, je dis combien de fois vous avez été transfusé, mais
on peut oublier, passer à côté d'eux. Donc c'est vrai que la traçabilité transfusionnelle avec des établissements qui ne communiquent pas entre eux est un peu difficile. Donc c'est une perte de chance aussi peut-être pour le patient. Et parfois on découvre lors de la consultation que le patient a fait un accident transfusionnel, et c'est vrai qu'on aurait voulu être averti en temps voulu pour être certain qu'il n'y ait pas eu de loupé dans l'histoire. Donc ça, c'est comme pour beaucoup de choses, malheureusement en médecine, on n'a pas d'outil unique pour communiquer entre les services, entre des hôpitaux différents, entre des régions différentes. Donc la perte d'information est toujours malheureusement délétère, surtout pour le patient. Donc c'est les petites difficultés qu'on peut ressentir, nous, en tant que centre de référence, mais travaillant avec beaucoup d'hôpitaux. Cependant, tous ces patients qui sont suivis à l'extérieur du centre viennent nous rencontrer environ une fois par an en consultation, soit le docteur Carpentier, soit moi-même, pour un avis d'expert ou un deuxième avis. Et ça nous permet de vérifier tous les points qu'on a détaillés plus tôt et de vérifier potentiellement l'inclusion d'éventuels protocoles de recherche, l'évaluation de nouvelles thérapeutiques qui seraient disponibles. Ça m'a permis de mettre en incise le numéro de notre secrétariat, s'il y en avait qui avaient besoin. Voilà. J'ai voulu mettre aussi cette diapositive parce qu'on a un exemple tout récent. Lille, il y a parfois des passages temporaires, et notamment d'étudiants. Il y a 150 000 étudiants chaque année à Lille. Et ça nous est déjà arrivé d'avoir des patients Erasmus ou des patients qui viennent d'autres régions de France, qui viennent suivre un cursus universitaire ou autre dans la métropole, et qui viennent se faire transfuser de manière plus ou moins longue chez nous. Donc ça c'est une mission aussi qu'on assure. Voilà, il peut y avoir aussi, même si j'en doute un peu, un peu de tourisme, et on peut avoir besoin d'une transfusion ponctuelle locale, et on s'offre à vous pour assurer ce support transfusionnel au besoin. Voilà. Et puis l'autre mission du centre de référence, c'est de proposer une prise en charge psychologique. On a une assistante, la prise en charge psychologique, elle est faite en lien avec nous et avec une psychologue du service. Et la psychologue qui organise des matinées d'échanges sur la prise en charge des pathologies du globule rouge. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était beaucoup centré sur la drépanocytose, qui fait partie d'une grosse part de notre activité, mais qu'on peut faire également sur la thalassémie. Alors, on voulait vous faire aussi un petit détail sur la modification du centre de référence à un moment de la période Covid. Et peut-être que c'est des choses qui sont partagées par vous dans d'autres centres. On avait une pression, je dirais, immobilière très forte. On a des grandes chambres, et parfois il y avait 4 voire 5 patients dans chaque chambre. Pour limiter les risques de transmission du Covid-19, on a réorganisé l'hôpital de jour pour qu'il n'y ait plus que 2 patients par chambre au maximum. En externalisant des patients qui avaient des chimiothérapies, on a joué sur plein de paramètres en récupérant des chambres supplémentaires. Voilà, on a proposé de faire les vaccinations selon la recommandation de la filière. Et puis, on a poursuivi de manière inchangée le support transfusionnel sans difficulté majeure. On n'a pas eu de diminution de la quantité de concentré érythrocytaire administré. On n'a pas eu d'allongement d'espace entre 2 transfusions. En revanche, on a interdit les accompagnants dans les AGJ pour les supports transfusionnels. Ça, c'est quelque chose qui a été très bien accepté, compris, mais ça a permis d'éviter, quand on est 2 dans une chambre, si chacun vient avec un accompagnant, ça devient vite encombré. Et puis, il y a eu, dans cette période-là, on a une de nos patientes italienne, justement, qui faisait ses études, qui est repartie FISA, a retrouvé ses parents au début de la crise Covid. Donc, elle était très régulièrement transfusée chez nous, et on l'a vu, on l'a perdu. On l'a pas perdu de vue, mais on l'a perdu pour l'hôpital de jour. D'ailleurs, à ce sujet, ça fait partie peut-être des éléments qu'il y a eu dans la discussion de la table ronde. Cette jeune Italienne avait des habitudes de seuil transfusionnel qui étaient bien plus élevées
lorsqu'elle était chez ses parents en Sardaigne notamment, était transfusée dès qu'elle était en dessous de 10,5 g d'hémoglobine et elle a pu se trouver en difficulté chez nous avec d'autres médecins du service qui avaient moins de l'habitude et qui m'ont demandé d'attendre plus longtemps. Et c'est vrai qu'il y a eu une forme d'incompréhension qui a été importante avec elle sur son seuil transfusionnel. On a eu, dans les relations avec les centres périphériques, je vous donne un autre exemple de difficulté qu'on a pu rencontrer. On a un patient de centre périphérique qui était dépendant des transfusions, je ne dirais pas dans quel centre, mais il avait présenté un Covid initialement non grave et il s'est présenté 2 fois au service d'accueil des urgences. Dans la confusion, c'était au début de la crise Covid, dans la confusion qui existait autour de cette prise en charge, le service d'accueil des urgences de ce service périphérique n'a pas pris en considération le fait qu'il était thalassémique comme étant un facteur de gravité potentiel. Donc il a dû se passer via le standard pour revenir vers le centre de référence pour être ensuite hospitalisé aux urgences puis en soins intensifs. Donc il a fait un Covid plutôt grave. Il n'a pas été intubé, ventilé, mais il a eu de l'Optiflow et puis après il est allé en unité Covid et il n'a pas eu de complications. La suite était vraiment simple, sans complications. Mais voilà, ça c'est parfois un peu la difficulté d'être dans un centre périphérique où la pathologie est un peu moins connue. Voilà. Même si nous, en tant qu'hématologue du centre de référence, on a une astreinte quotidienne, eh bien on n'est pas toujours appelé pour ce genre de situation. Voilà, ça c'est une photo du Cap Blandé. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des belles choses à voir dans le Nord. Donc vous pouvez venir faire du tourisme dans le Nord. Et vous serez accueillis également en hématologie pour que vous puissiez assurer vos pérégrinations. Et je me permets juste de faire un dernier point sur les questions du seuil transfusionnel pour vous partager peut-être une conséquence de ce qui est observé avec la thalassémie. Qui a été mis en évidence par Christian Rose. On suit aussi énormément sur Saint-Vincent de patients qui ont des syndromes myélodysplasiques dépendants des transfusions et qui ont une histoire clinique chez les gens qui sont bien plus âgés mais qui peut ressembler un peu à la prise en charge des thalassémies. Et on est en train de mener un essai clinique qui évalue les conséquences du seuil transfusionnel chez les patients. Et donc, c'est un essai clinique où les patients sont transfusés à un seuil soit classique pour des patients qui ont un syndrome myélodysplasique, c'est-à-dire 8 grammes, soit dit libéral, c'est-à-dire plus généreux. Ils sont transfusés s'ils ont un taux d'hémoglobine inférieur à 10 grammes. Voilà, et donc l'objectif de cette étude, c'est de démontrer que effectivement, les patients qui restent au-dessus de 10 grammes ont une meilleure qualité de vie, sont plus dynamiques, peuvent faire du sport et ont une vie nettement améliorée. Voilà pour notre expérience. Merci beaucoup, docteur. Alors, nous avons bien noté qu'on va faire un tour à Lille. Alors, on ne sait pas quand, mais on viendra. Voilà, si vous pouvez nous donner aussi les spécialités locales à manger. Moi, je connais bien Lille, donc je sais qu'on y mange bien et que c'est un beau pays. Donc, nous viendrons, sachez-le. Voilà, et puis si on sait où aller. Docteur Giraud, si vous le voulez bien, nous allons prendre une... Je voulais tout d'abord remercier les docteurs Pascal et Carpentier de cette présentation tout à fait intéressante. Je vais en dire un mot ou deux. Je voulais tout d'abord saluer la mémoire de Christian Rose et saluer tout simplement notre collègue Lambiliotte, avec lesquels, quand j'étais en première ligne, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Non, ce que je voulais dire, c'est que la présentation que vous avez faite est l'illustration d'un des produits favorables, en fait, disons, des conséquences favorables de la mise en place des filières. C'est-à-dire qu'on sent très bien qu'autour de Lille, eh bien, il y a toute une série de centres qu'on va appeler secondaires, qui sont pas en pénis, qui s'appellent Arras, Douai, etc.,
mais que les malades qui sont là-bas et les médecins qui les soignent ne sont pas perdus, parce qu'effectivement, ils ont un lien avec vous. Et ça me paraît extrêmement important, et c'est un des produits de la filière, certainement. Je voulais beaucoup insister sur ce point-là. Et avant qu'on passe dans une discussion plus générale, un petit truc pour les patients thalassémiques qui viennent vous voir en consultation et qui viennent de centres, et pour lesquels on n'a pas une lettre de notre collègue avec les dates des transfusions et les quantités de transfusions. Moi, j'ai beaucoup connu ça, et il y a beaucoup de patients qui finalement remplissaient eux-mêmes. Ils arrivaient avec une fiche, avec la date, et ils voyaient bien si on avait passé 1 kilo ou 2 fois. Et donc, avec la concentration d'hémoglobine, ils arrivaient à l'avoir. Donc, on pouvait faire nos calculs de quantité de sang reçu. C'est un petit truc, hein, mais ce n'est pas souhaitable. Il vaut mieux avoir un collègue qui vous envoie une lettre pour que la communication soit directe. Mais parfois, on peut contourner les difficultés comme ça. Voilà, chère Liliane Ravana, je vous repasse la parole. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend maintenant? Je vous propose de prendre une question une par une avec les réponses des intervenants, si vous le voulez bien. Oui, alors j'ai une petite difficulté. Les questions, j'en ai vu une cinquantaine. Là, beaucoup ont disparu, et il faut les faire revenir. Vous remontez, en fait, il faut que vous remontiez. Ah bon, je remonte. Alors, comment est-ce que je remonte avant tout? Si vous voulez, je commence et puis vous me suivez après. Alors, j'ai peut-être une réponse à apporter. Oui, vous allez le faire. C'est un point important qui a été abordé et qui est ancien, comme la prise en charge de nos malades dans notre pays. Est-ce qu'on est mieux suivi en médecine interne, en pédiatrie générale, ou dans des services d'oncologie pédiatrique ou d'oncologie adulte? C'est une vraie question, ça. Alors, je pense qu'il n'y a pas une réponse à ça. L'expérience m'a montré, mon expérience personnelle, qu'à Paris, dans les hôpitaux pédiatriques et médecins adultes, finalement, c'est la médecine interne et la pédiatrie générale qui sont plus adaptées, notamment à cause de la drépanocytose. La drépanocytose, ce n'est pas de l'hématologie au sens onco du terme, c'est de la médecine interne. Et donc, l'expérience m'a montré qu'en pédiatrie comme en médecine adulte, souvent, c'était la médecine interne qui était en première ligne. Alors que dans beaucoup de centres périphériques par rapport à Paris, excusez-moi, je suis parisien, hein, finalement, il y a beaucoup de services d'onco-hémato qui prennent en charge très très bien les malades thalassémiques et drépanocytaires. Donc, il n'y a pas une seule réponse à apporter à cette question. Est-ce qu'il vaut mieux être en pédiatrie et en pédiatrie générale et médecine interne ou dans le service d'onco-hémato? Je crois qu'il n'y a pas qu'une seule réponse à ça. L'important, c'est de vérifier que les collègues qui s'en occupent, que ce soit en médecine interne ou en cours, ont reçu une formation maladie du globule rouge. Parce que les internistes ne sont pas plus ignorants que les hématologistes, oncologistes, quand il s'agit de prendre en charge des malades. C'est un problème de formation. Qu'on soit oncologue, qu'on soit interniste, ou bien on a appris, ou on n'a pas appris. Et on a mis en place des systèmes dans son service, qu'il soit onco ou médecine interne. Je crois que ce n'est pas une question de doctrine, c'est une question plutôt de formation des médecins pour prendre en charge des malades. Voilà, je crois avoir en face de moi des oncologues, que ce soit à Marseille ou à Lille, donc je leur passe la parole sur ce point-là. Allô? Oui, vous nous entendez? Oui, très bien. Je crois que la prise en charge de la drépanocytose et des thalassémies, elle est bien faite là où il y a des médecins qui sont intéressés. Voilà, exactement. Oui, exactement. Et c'est perfectible probablement dans pas mal d'endroits. Nous, ce qu'on voit, c'est que dans les jeunes générations des internes qui montent, il y en a de plus en plus qui sont intéressés, qui viennent en RCP globule rouge. Alors bon, c'est peut-être une impression très locale, qu'il y a une forme de désaffection un peu pour ce type de pathologie de la part des hématologues cliniciens adultes qui sont très focalisés sur d'autres thématiques, notamment oncologiques. Oui, tout à fait. C'est pas tout à fait la même formation. De ce point de vue-là, la transplantation médulaire nous, en tant qu'internistes ou pédiatres généralistes, nous ont rapprochés des hématologies, des oncos, parce que transplantation, que ce soit en oncologie ou en maladie du globule rouge, on est bien dans un monde identique, avec des nuances, bien entendu. Mais je constate que, m'occupant de maladies du globule rouge depuis des décennies,
le fait qu'on est transplanté nous a beaucoup rapprochés des hématologues. Mais dans le quotidien, je pense que le métier des oncologues est un métier dur, hein, c'est évident, n'est pas celui... si on veut en oncologie prendre des malades drépanocytaires et thalassémiques, il faut avoir reçu une formation particulière qui n'est pas celle qu'on donne à tous les oncologues. Ça, je veux dire. Et si je peux me permettre, enfin, peut-être Liliane, excusez-moi. Hein. Je vous en prie. Je vois d'ailleurs que cette différence de culture peut jouer un peu en défaveur des patients thalassémiques et drépanocytaires. Il n'y a probablement pas la même approche, pas la même sollicitude, ni la même empathie d'un oncohématologue pour un patient, d'un oncologue et hématologue pour un patient qui a un cancer sous chimiothérapie que pour un patient drépanocytaire. Il peut y avoir un petit hiatus là. Voilà. Je sais pas si... Et notamment, j'évoquais la problématique de ma patiente qui était italienne, qui s'est fait refuser une fois une transfusion par un de mes collègues, qui ne voyait pas très bien pourquoi elle aurait besoin d'une transfusion. Je crois qu'elle était à 9,5 g, alors que bon, cette fille-là, elle faisait des études, elle était impliquée, elle avait une vie normale. Et c'est vrai que quand on avait à côté d'elle quelqu'un qui avait une chimiothérapie, on pouvait se demander est-ce que c'était vraiment si urgent que ça. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas les mettre en concurrence, ces pathologies et ces patients. Alors après, dans l'organisation, parfois, c'est les mêmes personnes qui les prennent en charge dans les hôpitaux de jour, et ça, c'est comme ça. Oui. C'est pas prêt de changer. Moi, je vous propose de revenir aux malades, chers confrères, si vous êtes d'accord. Oui. Alors, on va prendre les questions. Je vais attaquer Dr Giraud et puis vous suivez derrière. Un des patients, alors je pense que c'est pour le docteur Thuré, souhaite savoir un peu, on nous dit le Zynteglo est suspendu. Quelle nouvelle à ce sujet? Oui, donc il y a une suspension, mais qui a été... alors là, il y a un écho. Oui, donc c'est suspendu jusqu'à priori fin juin, le temps que les autorités de santé réexaminent le dossier fourni. Donc c'est une suspension temporaire. Vous m'avez entendu? Oui, tout à fait. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Thuré. Docteur Giraud, à vous pour une question. Oh là là, mon Dieu. Mais là, je suis envahi par Madame Hélénie et Stacy. Là, je sais... Alors, la deuxième question, c'est, on nous dit l'ARN messager peut-il révolutionner ce protocole? Je pense que c'est pour le docteur Thuré aussi. Non, pour le moment, les deux approches, ce sont celles qu'on a données. Hein, et puis, vous voyez finalement que le temps que les choses soient évaluées dans des essais cliniques, qu'on passe à la phase de commercialisation, c'est finalement beaucoup de temps qui se passe. Et donc là, les deux approches de thérapie génique sont l'addition de GED, premier patient donc thalassémique traité il y a 13 ans maintenant, et cette addition de gènes n'est pas encore commercialisée en France. Et la deuxième technique, qui est donc cette technique de CRISPR-Cas9, bon, qui elle, est en cours dans les essais cliniques depuis 2018. Merci. Donc tout ça va être très progressif. Mais on a déjà deux modalités de traitement qui sont toutes les deux très intéressantes. Je n'avais pas compris la question posée par le patient ou la patiente. De la même façon, Isabelle, je me demandais s'il n'y avait pas une confusion avec les vaccins à ARN et les techniques utilisées en thérapie génique. Et je voulais bien préciser que quand on mettait dans le cadre des vaccinations un ARN pour synthétiser une protéine contre laquelle
le système immunologique allait se défendre, on n'était pas du tout dans la thérapie génique, ou ce qu'on appelle la thérapie génique, même si on utilise effectivement des nucléotides dans les deux cas. Je ne sais pas si je suis bien clair. Il y a une confusion entre le message ARN et la thérapie génique. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, il s'agit de modifier le patrimoine génétique des cellules souches qui fabriquent tous les globules de notre sang de manière durable pour toute la vie. Merci. Je crois, alors pour revenir aux patients, je crois que c'est compliqué quand même. La thérapie génique, j'ai vu au travers des questions, les gens ne savent pas s'ils peuvent se lancer lorsqu'ils ont 25 ans, 35 ans, 50 ans. Ça offre beaucoup d'espoir, mais à la fois, les gens ont peur de cette fameuse chimio. Là, j'ai une question qui nous dit, est-ce qu'il faut passer automatiquement par une chimio quand on a un génome editing, je crois. Je crois que ce qui fait peur, c'est cette possibilité-là, mais tout en ayant finalement devoir passer par des choses plus difficiles. La thérapie, elle est obligatoire pour toutes les approches de thérapie génique dans les thalassémies. Alors peut-être que dans l'avenir, on aura des anticorps monoclonaux qui permettront d'éviter cette chimiothérapie, mais à l'heure actuelle, elle est obligatoire, puisque même quand on a essayé de la diminuer de moitié, ça a entraîné un échec des thérapies géniques. Est-ce que l'âge est un facteur? L'âge est un facteur, vous voulez dire, de réussite? Oui, bien sûr. L'âge, c'est un facteur, surtout comme il y a une grosse chimiothérapie, finalement, on la supportera d'autant mieux qu'on est jeune et qu'on a une surcharge en fer qui peut évoluer. Dans ce sens-là, oui. Autrement, dans le succès, par exemple, de la thérapie génique par addition de gènes, il n'y a pas eu une meilleure performance de la thérapie génique chez l'enfant par rapport à l'adulte. Mais les adultes qui ont été traités dans les essais cliniques étaient des adultes relativement jeunes. Pour compléter la question d'un de nos patients qui nous dit « Quel est le traitement le plus adapté lorsque beaucoup d'organes sont atteints par une surcharge ferrique ?» Est-ce que c'est un facteur qui ne nous permet pas finalement de rentrer dans une thérapie génique ou si quand même? Alors, le problème de cette grosse chimiothérapie qu'on fait avant la thérapie génique, c'est une chimiothérapie qui peut, par exemple, abîmer le foie. Et si on a déjà le foie qui est abîmé par le fer et qu'on a en grande quantité, qu'on a un fer hépatique très élevé, c'est un facteur de risque pour faire une complication hépatique grave. Pareil, si vous avez du fer au niveau du cœur, quand on fait une greffe, il y a des périodes où on peut avoir de la fièvre, des infections, et le fait d'avoir un cœur fragile, c'est pas bon. Donc, c'est sûr que si on a une surcharge en fer très importante, on n'est pas un bon candidat pour la thérapie génique comme pour la greffe. D'ailleurs, dans l'indication de la thérapie génique, dans un Zintéglo, il y a marqué des patients qui sont des candidats à la greffe, c'est-à-dire qui pourraient avoir une greffe allogénique. Donc, c'est vrai qu'il faut, il faut être avoir des organes qui sont en bon état, oui. La prochaine question, docteur Giraud? Ben écoutez, de mémoire, parce que je n'arrive pas à faire défiler l'ensemble des questions, mais c'est vous qui allez nous rafraîchir la mémoire. Quelles sont les autres questions qui ont été posées? On part sur l'ETP. Comment savoir si nous pouvons accéder à un programme ETP? Alors, il faut que… je vais répondre. En fait, il faut qu'il y ait un programme déjà acté, coordonné par un médecin, des infirmières et tout ça. Donc, c'est déjà quand même le préalable. Mais peut-être avec l'IETP, les choses vont changer justement. Moi, je pense qu'on est on a un petit noyau de patients qui sont formés, tant à Marseille que même à Lille, je pense aussi, et puis en Île-de-France. Donc, ça va bouger, ces choses-là.
Et je pense qu'on a besoin déjà de savoir, on se rend compte que les expériences des patients sont très différentes d'un centre à l'autre. Comme j'ai dit, le TP, ça peut fédérer et via les associations de patients, on peut effectivement avoir constitué des groupes de proximité pour faire de l'ETP. Merci. Une question, alors c'est vrai que si je peux me permettre de compléter cette question. Pour le TP Pour le TP, non. C'est pour passer à la prochaine question, Dr Thuré. D'accord. La transfusion, on nous demande quand aurons-nous la possibilité d'avoir des transfusions à domicile et pour compléter, quand le professeur de Lille nous dit que parfois on est obligé de changer de date. C'est un peu compliqué quand vous travaillez et que vous avez dit à votre employeur que vous n'êtes pas là vendredi et que finalement la transfusion est annulée. Voilà, c'est des choses qui questionnent les patients. Est-ce qu'on aura un jour la possibilité de se faire transfuser à domicile? C'est un acte qui nécessite une surveillance médicale. Alors, c'est très difficile d'avoir un médecin qui va vous surveiller à la maison pendant toute la transfusion. Non, c'est effectivement pas possible en pratique. Je peux dire quelque chose. En fait, au sein de la filière, nous a demandé de réfléchir quand même à cette possibilité et de voir justement, parce qu'il y a 20 ans, certains patients thalassémiques étaient transfusés à domicile par un médecin qui se déplaçait au domicile des patients. Donc, on est en train de voir la faisabilité, parce que c'est vrai que c'est des patients qui sont parfaitement connus des centres de transfusion. Nous, déjà, pour les patients qui habitent non loin de l'hôpital Henri Mondor, ils viennent la veille faire les RAI, comme ça, ils ont la transfusion le matin et ils ne passent pas la journée à attendre la transfusion. Mais quand on regarde effectivement en Europe, en Italie, il y a la possibilité de se faire transfuser le week-end. Quand on a des possibilités, enfin quand on est étudiant, quand on travaille, et vraiment à Chypre, alors là c'est là où ils sont moteurs, on peut se faire transfuser le soir, mais bon, c'est pas possible encore en France, mais on évalue cette possibilité, cette faisabilité pour certains patients. Ici, moi j'ai vraiment la notion qu'il faut une présence médicale pendant la transfusion, donc il n'y a pas de médecins qui resteront 2 heures auprès d'un patient pour une transfusion, je ne crois pas. Hein. Après, élargir les horaires, oui, mais la transfusion à domicile, même pendant une HAD, il y a, enfin voilà, je suis pas certaine. À Lille, ça a été envisagé avec l'HAD. C'est pas toujours faisable, mais la difficulté, c'est d'avoir un médecin disponible, un médecin traitant qui soit là pendant 2 heures. C'est juste l'obstacle. Il y aura peu de médecins traitants qui seront disponibles. Hein, oui, ça, tout à fait. C'est sûr. La prochaine question, on a une patiente qui dit avoir des difficultés parce qu'elle est suivie en médecine interne. Donc forcément avec peut-être un médecin qui a d'autres compétences, d'autres spécialités et pas forcément celle de l'hémato. Elle dit comment faire dans ces cas-là. Si je peux répondre très rapidement à la question, moi je pense que à Henri Mondor, c'est des internistes qui s'occupent de la drépanocytose et donc de la thalassémie. Moi, je suis la seule à avoir une formation d'hématologie, mais je me suis intégrée je pense qu'il faut effectivement intéresser la médecine interne à ces pathologies. Bon, à Lille, c'est plutôt des onco-hématologues, mais on se rend compte aussi que c'est compliqué partout. Donc, il faut seulement un médecin qui s'investisse, qu'il soit interniste ou hémato, dans la prise en charge. Merci. Nous avons une question pour le docteur Thuré, je pense. On a une question qui nous dit il faut intervenir avant que les organes soient atteints. Donc, pensez-vous qu'une intervention sur une thérapie génique avant 2 ans soit le mode opératoire? Alors,
pour la thérapie génique, pour l'instant, donc c'est à partir de 12 ans, hein, excusez-moi, l'AMM européenne. Il y a chez le petit enfant quand même des difficultés à collecter ces cellules souches à partir desquelles on va travailler en laboratoire pour faire la thérapie. En effet, il faut faire ce qu'on appelle une cytaphérèse, c'est-à-dire en fait une collection des cellules souches qui sont passées dans la circulation avec un séparateur de cellules. Et ça demande sur le plan technique de bonnes voies veineuses. Il y a une circulation extracorporelle d'un volume important. Et donc, chez le tout petit, c'est techniquement difficile. Ça se fait en oncologie, hein, mais c'est techniquement difficile. Et puis aussi, c'est un peu comme la greffe de moelle à partir d'un frère ou d'une sœur. Il faut qu'on soit quand même un peu rentré dans la maladie. Il faut qu'on soit transfusodépendant. Hein, donc, il faut que ça ait été bien montré. Et donc, finalement, même une greffe allogénique, on ne la fait pas souvent avant l'âge de 18 mois. Voilà. Hein. Et ces enfants qu'on greffe à partir d'un frère ou d'une sœur, en moyenne à l'âge de 4-5 ans, ça va très bien. Il y a très, très peu de toxicité liée à la surcharge en fer. Alors, le temps qui nous est imparti commence à diminuer fortement et la pause déjeuner est là. Je vois que chacun commence à avoir un taux d'hypoglycémie. Donc, il y a une observation et puis une dernière question. L'observation, c'est que souvent, les patients nous disent qu'avoir un service qui est avec l'oncologie peut nous faire un ressenti qui est qu'on est de passage et pas forcément pris en compte en termes d'urgence et d'importance. C'est ce qui relève de certaines questions. Ça, c'est pour le commentaire. Et la dernière question qui vous est posée, c'est à quelle fréquence doit-on prévoir l'IRM cardiaque? L'IRM cardiaque, il y a deux choses. Il y a la fréquence et puis l'âge auquel on débute. Hein, on est en train de réécrire là le protocole national de diagnostic et de soins qui est en fait, ce sont les recommandations nationales pour la prise en charge des patients thalassémiques. Donc, dans le précédent qui avait été édité il y a 10 ans, l'âge du début était plutôt de 8-10 ans et là, on l'a abaissé à 5-6 ans dès qu'on peut faire une IRM sans anesthésie générale. Et après, ce qui est recommandé, c'est de le faire entre tous les 6 mois et tous les 2 ans, selon son niveau de fer dans le cœur. C'est-à-dire, si on est très bien, on peut très bien ne faire une IRM cardiaque que tous les 2 ans. Si on a beaucoup de fer dans le cœur et qu'on a changé le traitement chélateur avec une intensification, une bithérapie par exemple, ça peut plutôt être tous les 6 mois et en moyenne, c'est tous les ans. Voilà, donc c'est aussi à adapter en fonction de l'importance de la surcharge en fer cardiaque. Écoutez, un grand merci. Je pense qu'on va aller tous déjeuner. On se retrouve à 14 h. Merci déjà de votre attention. N'hésitez pas à utiliser le chat. Merci aux intervenants de qualité qui nous ont fait percevoir le quotidien, les espoirs et les témoignages. À tout à l'heure. Merci. Merci. À Bon tout à appétit. l'heure.